Bonjour à tout le monde. Je vais vous parler d'un thème aujourd'hui qui est important pour toutes les entreprises et organisations. Alors le thème est aussi important que le Covid, vous avez pu le remarquer tout de suite. Et je passe sur l'agenda, on va aller rapidement. Saïfoulaye a déjà fait ma présentation tout à l'heure. Vous pouvez remarquer que j'ai travaillé dans beaucoup de marques, raison pour laquelle j'interviens sur le sujet en question. Malheureusement, je ne sais pas si vous voyez les marques qui pour moi sont les plus importantes sur cette slide, les marques de droite, l'Africa Sport National et l'Olympique de Marseille, parce que je suis passionné de football, n'est-ce pas, les supporters de l'Africa? Alors, pourquoi je mets ces deux marques-là en avant? Parce que pour aimer ces marques-là, il faut beaucoup de loyauté. Parce que quand vous êtes Africa et Marseille, vous perdez beaucoup de matchs. Mais c'est important parce que en termes de segmentation, vous pouvez voir que même les supporters de football sont segmentés à partir du club qu'ils veulent. Mais les raisons pour lesquelles ils suivent ce club-là peuvent être déterminées ultérieurement. Voilà. Alors, pour ceux qui veulent aller prendre un café tout à l'heure, j'ai simplifié pour vous. Je vous présente l'entièreté des slides en une seule slide. Segmenter, c'est quoi? C'est très simple. C'est diviser un marché en des groupes beaucoup plus petits en se basant sur un certain nombre de critères. Et naturellement, l'objectif ultime, c'est d'optimiser les actions de l'entreprise, qu'elles soient des actions de business, de marketing ou de vente. Pour segmenter, on va utiliser des critères. On les reverra tout à l'heure. Ils peuvent être géographiques, psychographiques, comportementaux. Et en termes d'enjeux pour l'entreprise, naturellement, en segmentant, ça nous permet de mieux cibler. On parlera tout à l'heure de la trilogie segmenter, cibler, positionner. Ça nous permet d'adresser également les besoins des clients de meilleure façon, d'améliorer leur rétention et de gagner des parts de marché, but ultime de toute organisation qui veut faire du profit. Et en termes d'impact, les bénéfices sont nombreux naturellement. Vous pouvez développer la rentabilité, vous pouvez augmenter votre part de marché. Donc, avant que vous preniez en photo cette slide et que vous partiez immédiatement, je vais passer à la slide suivante. J'ai déjà donné la définition de la segmentation. Sur le schéma qui est là, je vais prendre un exemple concret. Dans mes expériences, j'ai travaillé notamment chez Orange. Si je suis Orange, je suis face au marché de la Côte d'Ivoire. Alors vous pourrez me dire en termes de segmentation, il y a de la segmentation a priori, mais il y a de la segmentation aussi a posteriori. Parce qu'on peut regarder les préférences d'achat, on peut regarder la manière dont les clients consomment pour les segmenter. Mais on peut également, a priori, faire une segmentation. Alors si je suis Orange Côte d'Ivoire, je pourrais dire que je m'adresse au marché ivoirien. Je le divise peut-être en trois parties. Une première partie où j'ai les clients post-paid globalement, sans faire une autre segmentation encore à l'intérieur. Les clients pré-paid et je peux également dégager une autre partie en disant, même dans les clients pré-paid, je veux m'adresser spécifiquement aux jeunes par exemple. Donc, je suis en train de faire de la segmentation. Et quel est l'intérêt de cet exercice? Première chose, les clients attendent de nos offres des bénéfices qui sont totalement différents. Ce matin, lorsque j'ai pris du Nespresso, c'était pour être éveillé pendant la discussion que nous sommes en train d'avoir. Alors que je sais que mon ami Saïfoulaye, lui, c'est plus pour les qualités organoleptiques, pour les antioxydants et tout. Donc les bénéfices qu'on attend sont complètement différents dépendant de qui nous sommes. Les montants également que nous consommons, autant moi je vais juste prendre une capsule, autant Saïf va dire je préfère prendre la tige comme on dit de 10 capsules pour les avoir à la maison ou au bureau. Et même dans les montants à payer, autant moi je suis prêt à payer mon espresso à 500 francs, autant je sais que M. Khalif Dominique va plutôt préférer un espresso autour de 5000 francs, par exemple. En termes de consommation média également, si je m'adresse à un marché qui est atomisé et je m'adresse à un marché qui, lui, est plus global, c'est différent. Si je veux investir, par exemple, en médias,
si je n'ai pas de stratégie différenciée, ma foi, je vais aller investir en télé. Et je soupçonne que ça ne va pas déplaire à M. Saïfoulaye. Mais si je veux avoir une approche plus segmentée et que je veux parler par exemple aux jeunes, pour les jeunes, même si je vais en télé, je ne vais pas faire le classique avant, après le journal de 20h en prime time. Je vais cibler plutôt des émissions télé que les jeunes apprécient. Et enfin, naturellement, on peut tirer également parti du moment de consommation ou de l'endroit. Si je prends un exemple patent, Coca-Cola, nous avons un marketing que nous appelons un marketing de l'occasion, même si ça évolue. Et si je prends une journée complète au plateau d'un travailleur, à un moment donné, s'il n'a pas de cantine au bureau, il va aller manger dans un restaurant au plateau et il va revenir au bureau. Alors, le rôle d'un marketeur ou d'un communicant, c'est de faire le parcours client ou de faire la journée type pour voir quelles sont les bretelles sur cette autoroute-là à travers lesquelles je peux m'introduire pour placer mon offre. Donc, lorsque M. Doumbouya est en train de manger au restaurant, chez Marcène, surtout pour M. Doumbouya, n'est-ce pas, je vais avoir tendance à lui proposer un coca en verre et il va le consommer en plus de son repas. Ce qui va faire que moi, quand je vais communiquer, comme peut-être certains ont déjà pu le voir, je vais parler de coca avec les repas. Je vais dire qu'ensemble, c'est mieux, comme on le voit par exemple sur les panneaux actuellement. Mais peut-être que je n'ai pas pu le ferrer lorsqu'il était au restaurant. Quand il finit, comme M. Doumbouya est très sportif, il refuse que son chauffeur le dépose chez Marcel. Il marche de son bureau pour aller au restaurant. Donc quand il est en train de revenir, sur le parcours, je peux mettre des points d'interruption, et ça peut être par exemple des glacières, ou ça peut être des mini points de vente que je mets en place. Et quand il va avoir une petite publicité sur la glacière qui dit prenez un peu de repos, reboostez-vous, repartez. Et il va prendre une bouteille plastique PET de 30 centilitres par exemple. Donc en traçant le parcours client, en segmentant les occasions, j'ai la possibilité de pouvoir proposer plusieurs éléments de mon offre. Je parlais de trilogie tout à l'heure. On parle aujourd'hui de segmentation client, ça ne peut pas se faire ex nihilo. C'est dans une démarche marketing plus globale. Et généralement, on parle de segmentation, de ciblage et de positionnement. Je pense que le schéma est assez évocateur. On a un ensemble de segments qu'on a déterminés à l'issue du processus de segmentation et on décide de faire du ciblage. Alors en termes de ciblage, on a 3 stratégies de façon générale. On a ce qu'on appelle du marketing indifférencié, où là, on utilise un ensemble d'outils de marketing mix pour adresser une cible beaucoup plus large, très large, sans caractère distinctif. Ensuite, on a la stratégie de marketing différencié. Dans ce cas, je décide d'utiliser 2 éléments ou 2 façons d'utiliser le mix pour pouvoir atteindre 2 types de cibles. Pour donner un exemple patent, si je travaille chez Orange Côte d'Ivoire, je peux dire pour les post-paid, je vais utiliser un certain nombre d'outils, above the line, below the line, tandis que pour les prepaid, je vais utiliser également peut-être plus de BTL dans mon approche. Donc ça nous permet également de pouvoir spécifier ce que nous allons faire. Enfin, la 3e stratégie de ciblage connue, c'est ce qu'on appelle le marketing de concentration de niche. Exemple patent, pour sortir un peu du monde des entreprises capitalistiques, en mars 2020, on était dans la période de Covid. Et le gouvernement avait décidé de pouvoir aider les abonnés à l'électricité, publicité gratuite pour M. Khalif. Et ce qu'il a décidé de faire, il a segmenté la base et il a déterminé qu'on avait les abonnés au tarif social qui représentaient, Dominique, tu me dis si je me trompe, 1 million à peu près de personnes qui représentaient à peu près 40% de la base totale. Et à partir de ça, le gouvernement a pris la décision de les soutenir sur les factures d'avril et de mai, je crois. Et donc, a eu beaucoup plus d'impact parce que c'était 40%. Parce que ça ne servait à rien, par exemple, de chercher à prendre la facture de M. Christian Aubreau. Ce n'était pas nécessaire.
Donc, segmentation, ciblage et positionnement, naturellement. Deux types de positionnement. Un positionnement décrété et un positionnement que le marché vous impose. Je peux dire, parce que je vends par exemple un jus de fruits, moi j'estime que ce jus de fruits, il est positionné premium. Mais le marché peut décider qu'il n'est pas premium, il est value au niveau de la stratégie de portefeuille de son positionnement. Donc, segmenter, oui, mais également, ultimement, à la fin, cibler et positionner. Et quels sont les enjeux pour les organisations de la segmentation? Première chose, être focus. Ça ne sert à rien que nous mobilisions l'ensemble de nos ressources, qu'elles soient humaines ou financières, sur une immensité de segments. On ne va pas avoir de la productivité par rapport aux investissements qu'on va réaliser. Donc, c'est important de choisir de focaliser ces ressources sur les segments qui sont susceptibles d'assurer la réussite de nos objectifs. Deuxième chose, cibler les segments à meilleur potentiel. Je vous donne un exemple patent dans l'industrie de la boisson. On va avoir tendance à segmenter le portefeuille en utilisant le revenu. Nous sommes dans des pays en Afrique et Afrique de l'Ouest subsaharienne de façon générale où quand on analyse le profil de la population, on voit que dans beaucoup de pays, entre 38 et 50% de dépendants du pays ont pratiquement $2 par jour. Donc $2, ça fait, ou moins de $2, ça fait à peu près, on va dire, 1000 francs. Alors si quelqu'un a 1000 francs par jour, est-ce que vous pensez que si moi je fais un coca à 600 ou à 500, sachant qu'il doit payer le transport pour aller au travail, revenir, manger, est-ce que mon produit est capable d'être vendu? Non. Si j'ai du 35 centilitres qui est à 500 francs, naturellement, ça va être un peu difficile. Je vais dans ma stratégie regarder comment est-ce que je peux aller chercher des packs beaucoup plus bas. Je peux lancer par exemple un 30 millilitres vert que je peux vendre à 200 francs. Donc là, je commence à être un peu significatif. Donc c'est important de faire cet exercice pour être focalisé également sur des segments qui peuvent m'apporter du potentiel. En l'occurrence, par rapport à l'exemple que je viens de donner, pas forcément parce que le prix est bas, même si quand on calcule au prix par litre, naturellement en termes de rentabilité, ça peut être meilleur. Mais autant je fais cet exercice-là, autant sur des marques telles que les jus par exemple, je prends un exemple, Schweppes Agrumes, que nous avons lancé depuis quelques mois, vous verrez que le pricing est différent par rapport au triptyque classique Coca, Fanta, Sprite. Naturellement, on essaye d'aller chercher une partie premium du marché où une marque comme Orangina est par exemple. Donc, faire cet exercice, ça nous permet de nous focaliser sur des segments qui sont rentables. Troisième élément, ça améliore également le développement des nouveaux produits parce que, pourquoi je lance Agrumes? Je constate que le marché a une forte appétence pour les boissons fruitées. Alors, nous, on est dans des boissons gazeuses, on a Fanta également, qui a aussi une certaine proportion de fruits, mais le marché, par rapport à ce que je regarde de la concurrence, a également une appétence pour ce genre de marque. Ça me permet de lancer ces marques et je vois également que ça tire le marché vers le haut en termes de marge. Donc ça me permet également de gagner de l'argent. Donc l'exercice de la segmentation me permet de faire ça, mais en amont, quand je développe les produits, c'est une demande claire de dire je veux un produit qui me permet d'avoir un goût fruité. Donc en l'occurrence, on a de la pamplemousse, on a de l'orange, on a de l'ananas. Et enfin, naturellement, segmenter nous permet, en termes d'enjeux, ça permet d'avoir un mix marketing plus efficient. On a vu hier avec l'exemple extrêmement important qui a été présenté par M. Biofray, que le digital a augmenté dans la période du Covid. En tant que marque, si je veux optimiser mon mix, naturellement, en segmentant, ça me permet de mieux le faire. Si je veux livrer, par exemple, dans une période de Covid, des personnes à domicile, je vais pouvoir, dans mon offre, ne pas juste proposer que Coca, que Fanta, par exemple, mais avoir
une offre un peu diversifiée et dans la manière de communiquer, je vais aller chercher ces personnes là où elles sont. Et on sait que dans cette période, le digital était énormément utilisé. Donc si vous me demandez où est-ce que je dois faire un post sponsorisé pour promouvoir une telle offre, pour moi c'est simple, je vais aller sur le site du ministère de la Santé pendant le Covid. Je ne vais pas aller sur forcément Abidjan.net, même si je peux y aller parce que c'est une porte d'entrée. Mais je peux aller par exemple sur le site du ministère pour avoir un lien qui s'affiche pendant que les gens consultent également l'information. Comment segmenter très rapidement? C'est un process très simple. On identifie le marché total adressable, on définit les critères, on reviendra là-dessus. On recueille l'information de plusieurs façons. Ça peut être via des études, ça peut être via des entretiens qualitatifs, ça peut être en déterminant une technique que dans le digital, les gens utilisent beaucoup, en définissant des personas. Nelly pourra peut-être en parler plus longtemps que moi. Et ça nous permet de dresser un profil type du consommateur ça nous permet de déterminer les différents profils de chaque segment. Et une fois que cela est fait, on passe à la prochaine étape qui est le ciblage. Sur les critères, très rapidement, quelques exemples démographiques, on verra des exemples clairs tout à l'heure. On peut segmenter sur la base des revenus. Pour une entreprise de service par exemple, ça peut être un élément qu'on peut utiliser. Sur la partie comportementale, ça peut être sur la fréquence d'achat. Pour toutes les entreprises dans le secteur des boissons, ils vous diront que je veux avoir plus d'utilisateurs hebdomadaires par exemple, parce que ma consommation est plutôt mensuelle. Des gens vont me boire peut-être une fois quand je vais calculer la consommation par tête d'habitant. Et je vais dire, mon objectif, c'est de pousser un peu plus dans la consommation hebdomadaire. Et à partir de ça, ma stratégie va découler. Psychographique, ça peut être les valeurs, les centres d'intérêt. Géographique, naturellement, ça peut être basé sur les zones géographiques, mais également sur les préférences. Passons à des exemples pratiques. ASOS, c'est une marque de prêt-à-porter. Comment est-ce qu'ils utilisent la segmentation de façon concrète sur leur site? Lorsque vous entrez sur leur site, ils vous demandent dès l'entrée, est-ce que vous êtes une femme ou un homme? À partir de là, vous choisissez votre entrée et naturellement, les produits qui vous sont envoyés, qui vous sont montrés, dépendent du choix que vous avez fait. Donc plutôt que de les laisser comme dans un supermarché tourner partout, même si ça nous permet également de faire des achats impulsifs, eux ils vous adressent directement sur cette partie. Un exemple de segmentation démographique à l'œuvre. Un autre exemple de segmentation géographique, l'enseigne Printemps que vous connaissez sûrement de PPR. Lorsque vous allez sur leur site et que vous voulez voir leurs offres, ils vous demandent quel est le magasin que vous préférez. Alors, M. Khalif va préférer celui de Haussmann parce qu'il habite toujours dans les environs quand il descend sur Paris. Et à partir de là, on va lui donner une offre qui sera adaptée à ce qui est disponible dans ce magasin, de sorte à ce qu'il puisse également faire son choix. Donc, deuxième exemple de segmentation géographique. La segmentation psychographique, cet exemple-là me plaît particulièrement, c'est le Club Med. Lorsque vous arrivez sur la page d'accueil, il vous demande de quoi est-ce que vous avez envie pour vos prochaines vacances. Les sports d'hiver en famille, le soleil en famille, le soleil sans enfants. Dépendant de votre choix, si vous prenez les sports d'hiver en famille, il va venir sur la planche qui est en bas. Si c'est le soleil sans enfants, il va vous proposer des séjours avec votre épouse ou votre époux. Et vous voyez que même les visuels sont adaptés par rapport à ce qu'ils souhaitent faire. Un exemple de segmentation comportementale chez Auchan en ligne, là c'est extrêmement poussé, c'est vraiment de la segmentation extrêmement poussée, j'ai envie de dire quasiment en temps réel. Vous êtes en train de naviguer sur le site et par rapport aux endroits où vous cliquez, ils sont en période de solde, ils vont vous envoyer des promos spécifiques. Si vous êtes en train de naviguer sur le rayon enfant, vous allez voir qu'on va vous envoyer des soldes par rapport à des vêtements enfants en même temps que vous aurez affiché à droite. Idem pour la partie puriculture,
pour la partie jardin également, on vous donnera des démarques spécifiques par rapport à l'endroit où vous naviguez. Alors, tout ça c'est bien beau, mais à la fin de la journée, quel est l'impact? L'impact sur la performance des organisations, des entreprises. Mais le bénéfice ultime, effectivement, c'est d'avoir plus de profitabilité parce qu'en choisissant des segments, comme je l'ai dit tout à l'heure, premium, je vais chercher de la valeur dans mon marché. Plus de compétitivité parce qu'en segmentant, je peux me rendre compte, par exemple, que, alors je ne vais pas citer de concurrents, mais certains concurrents peuvent être dans le bas du marché. Donc au niveau value, on va dire. Et moi, je vais dire, ok, je vais me positionner au niveau mainstream, donc quasiment un peu au milieu, avant le premium, pour pouvoir aller chercher cette partie, parce que dans mon analyse, je vais me rendre compte qu'une bonne partie du marché est dans ces gammes de prix. Donc généralement, quand on segmente le portefeuille par rapport à l'argent qui est en poche chez les gens, on va se rendre compte qu'une bonne partie du marché est placée au milieu. Et on va aller chercher là-bas si on veut avoir du volume. Si on veut avoir de la valeur également, on va se dire on va aller chercher plutôt au niveau du premium. Donc à la fin, ça nous permet d'être plus compétitifs par rapport aux concurrents. Plus de parts de marché, ultimement, parce qu'on veut avoir plus de ventes, on veut avoir plus de revenus, et ça peut nous permettre de gagner des parts de marché à la fin de la journée. Et enfin, plus de satisfaction, parce que si j'adresse vraiment les gens dans une stratégie par exemple de niche qui me veulent, si j'ai un produit qui ne satisfait pas forcément tout le monde, au moins si j'adresse les besoins de mon core target, eux ils seront satisfaits et ça me permettra d'avoir moins de détracteurs par exemple. Voilà donc présenter ce document sur la segmentation. Je vais repasser la parole à M. Saïfoulaye. Merci.